Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel à notre survie, un élément qui a été historiquement bas cet été, soit de l'eau, avec Sylvain Lapointe, directeur général de Covabar. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole, ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, M. Sylvain Lapointe. Bonjour, Mme Crevier. Directeur de Covabar. Oui. Dites-moi donc, qu'est-ce que c'est Covabar? Covabar, comme tel, c'est l'organisme de bassin versant de la rivière Richelieu. Alors, à l'instar de 39 autres collègues que nous avons à travers la province, le Québec a créé des organismes de bassin versant pour mettre en place la gestion intégrée de l'eau sur l'ensemble du territoire. Alors, depuis 25 ans, le Covabar œuvre avec l'ensemble des acteurs de l'eau, parce que c'est quand même un territoire de 66 administrations municipales. Notre territoire, peut-être pour un peu le démontrer, mais dans l'axe, si on veut, du fleuve Saint-Laurent, c'est de Brossard à Sorel et de la Colle à Sorel dans l'axe de la rivière Richelieu et la frontière américaine qui, dans le fond, fait notre limite sud du territoire. Wow, vous en couvrez du territoire? Oui, effectivement. Ben, si on compare avec d'autres territoires du Québec, en superficie, ce n'est peut-être pas grand, mais c'est quand même 66 administrations municipales et actuellement, le Covabar couvre 11% de la population du Québec se retrouve sur notre territoire d'intervention. Wow, ça veut dire combien de personnes, ça? Ben, c'est tout près de 960 000 personnes là, qui constituent là, la population de notre territoire d'intervention. Pour ça, vous avez créé un plan, le plan Richelieu. Ben, le plan Richelieu est issu d'un premier temps des analyses de vulnérabilité qu'on a faites. Alors, le gouvernement du Québec a demandé aux municipalités de faire un plan d'analyse des vulnérabilités des sources d'eau potable, donc déterminer quels sont les risques de contamination, etc. Donc, le Covabar a fait ce plan-là pour la majorité des usines de filtration d'eau potable pour le territoire, parce que, quand même pas oublier que la rivière Richelieu offre de l'eau potable à près de 300 000 personnes en Montérégie. C'est 10 installations de filtration d'eau potable qui sont réparties de la Colle à Sorel. Alors, à partir des analyses de vulnérabilité, comme on connaissait les risques, il fallait faire un plan de protection. Alors, Québec a offert aux municipalités des subventions pour faire le plan de protection, ce que nous avons fait. Et actuellement, le plan de protection est prêt. On est en train d'arrimer avec les municipalités d'une certaine façon sur comment éventuellement on pourra mettre en application ce plan-là, parce que ce serait bien dommage que ce plan-là aille sur les tablettes, dans le sens que l'eau est réellement une ressource essentielle. Comme je le disais, 300 000 personnes dépendent de la rivière Richelieu pour leur eau potable. Alors, on a tout intérêt, d'une certaine façon, à protéger cette source-là. Et le plan fait appel, d'une certaine façon, à l'ensemble des acteurs de l'eau. Parce que déjà, le Covabar a un PDE qu'on appelle dans notre jargon, qui est le plan directeur de l'eau, qui est une forme de planification stratégique sur l'utilisation de l'eau, sa protection également sur le territoire. Alors, à partir de là, le plan de protection va permettre aux municipalités de, on pourrait dire, prioriser certaines actions, va avoir éventuellement une incidence même sur les schémas d'aménagement ou les plans d'urbanisme, parce que, considérant la nécessité de protéger la source d'eau, comme la rivière Richelieu, c'est une source d'eau potable terrestre, alors tous les petits effluents, d'une certaine façon, qui alimentent la rivière, se doivent également d'être protégés, ou du moins faire en sorte qu'on puisse protéger la source, qu'on puisse protéger l'eau qui, dans le fond, coule dans ces effluents-là. Donc, la rivière n'est pas la même tout le long? Non, et la qualité de l'eau est différente aussi dans la rivière de la Colle à Sorel. L'eau arrive des États-Unis de très bonne qualité et se dégrade, dans le fond, au fur et à mesure en allant vers l'aval, considérant, dans le fond, l'ensemble des activités anthropiques qu'on a, parce que il y a des municipalités, des usines d'épuration, les surverses, etc. Alors, tout le plan de protection vise également à faire en sorte qu'on puisse diminuer les risques, qu'on puisse également changer nos comportements, parce qu'avant d'agrandir les usines de filtration d'eau potable, on aurait tout intérêt, comme citoyens, à diminuer notre consommation d'eau. Alors, donc, en ce sens-là, le plan de protection fait aussi référence à l'ensemble des actions qu'on peut faire pour protéger la source d'eau
de toutes les façons possibles. L'aménagement territorial aussi, il y a beaucoup de maisons le long de la rivière. Bien, effectivement, ça rentre en ligne de compte. D'ailleurs, j'aime à dire que là, il y a 25 ans, quand les organismes de bassin versant ont été mis en place, il y avait au Québec principalement un problème de qualité d'eau. Parce que, dans le fond, nos usines d'épuration se mettaient en place. Avant 85, avant qu'on crée le ministère de l'Environnement en 77, il n'y avait aucune usine d'épuration au Québec. Là, les eaux usées allaient directement dans les cours d'eau, dans la rivière. Alors, c'est ce qui fait qu'avec le temps, la qualité de l'eau, c'est quand même considérablement amélioré. Il reste encore du travail à faire parce que tant qu'à moi, c'est ce que j'appelle en chinois un work in progress, dans le sens que on sera jamais arrivé, dans le sens parce que il y a des polluants émergents, etc. Alors, on se doit de trouver les moyens, dans le fond, de protéger notre eau. Mais à partir de là, d'une certaine façon, on peut justement faire en sorte que, en impliquant le citoyen, en impliquant les municipalités, justement, qu'on prenne les moyens de protéger cette source d'eau-là. Et comme je le disais, les OBV ont été créés à l'époque parce qu'il y avait un problème de qualité d'eau. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est de plus en plus impliqués en fonction de l'aménagement du territoire. On l'a vu cet été avec, dans le fond, la quantité d'eau qui était... Oui, c'est la sécheresse qu'on a eue. Je pense qu'on a réellement, quelque part, ce que je vais appeler aussi un wake-up call, d'une certaine façon, il faut le dire. Pour faire en sorte quel geste peut-on faire pour diminuer notre consommation et faire en sorte aussi que le citoyen se sente tributaire aussi de cette responsabilité-là. Alors, c'est ce qui fait que les OBV sont de plus en plus impliqués dans l'aménagement du territoire, travaillent avec les MRC qui sont pour plusieurs en révision de leur schéma d'aménagement. Déjà, les MRC sont tous en train de faire des plans climat, de faire leur PRMMH, leurs plans régionaux pour les milieux humides et hydriques. Les milieux hydriques qui ont une incidence directe sur la capacité de recharge également de nos sources d'eau potable, des nappes phréatiques. On l'a vu, des municipalités justement comme Saint-Alexandre cet été, qui ont été obligées d'acheter de l'eau pour maintenir le niveau dans leur puits. Alors, je veux dire, on est rendu à ce stade-là. Et d'ailleurs, il me fait plaisir de mentionner que Saint-Alexandre, j'ai parlé avec le maire, vont expérimenter cet hiver des clôtures à neige, comme dans le temps. Alors, on va ramener des clôtures à neige pour créer des amoncellements de neige, le fond, sur certains points stratégiques, pour faire en sorte que la neige, en fondant, puisse alimenter idéalement la nappe phréatique, parce que si on regarde jusqu'à maintenant, le niveau de la rivière qui est quand même historiquement bas, si on n'a pas de neige cet hiver, pour plusieurs, ça va être problématique. Actuellement, au niveau de nos 10 usines de filtration d'eau potable, les prises d'eau sont encore à des niveaux protégés. Mais il en demeure pas moins que pour les gens qui vivent avec des puits ou des municipalités dont leur aqueduc est tributaire d'un puits, ça devient problématique. Alors, il faut réellement trouver des moyens de faire en sorte que la nappe phréatique se recharge. Et le fait que la rivière est basse, il y a un vase communicant maintenant avec la nappe phréatique, là, alors le niveau de la rivière est en bas. Les nappes phréatiques, dans le fond, peuvent pas être plus hautes que la rivière. Alors, c'est dans ce sens-là qu'éventuellement, on souhaite, même si mes amis agriculteurs souhaitent pas d'autres pluies encore, parce que là, dans le fond, on est dans le problème inverse. On est en train de nuire aux récoltes en partie, mais il en demeure pas moins qu'on a besoin encore de pluies importantes, là, si on veut, à quelque part, que les nappes phréatiques puissent être rechargées pour l'hiver. Puis la quantité de neige, on pourrait dire que ce sont juste les nids de guêpes qui nous avertissent la quantité qu'on va recevoir. Effectivement, mais même si certains ont tendance à le nier, on est réellement, je pense, cette année dans un avertissement concret des changements climatiques. À un moment donné, il faut arrêter, il faut sortir la tête dans le sable, à un moment donné, pour voir la réalité. Certains, je dirais, probablement, se mêlent avec la météo et la climatologie, parce que le climat, dans le fond, c'est la tendance sur le temps, alors que la météo, c'est quelle température qu'il a faite aujourd'hui. Mais la somme de ces données-là, dans le fond, nous donne les données pour le climat et la tendance. Puis c'est catastrophique pour l'instant. Ben, c'est clair. Et puis, bon, sans vouloir être alarmiste, c'est inquiétant aussi de voir le comportement de nos amis au sud de la frontière actuellement, qui maintenant ont un président qui nie les changements climatiques, probablement parce qu'il y a une tendance à nier la réalité aussi, on le voit dans ses déclarations. Mais il en reste pas moins que, comme citoyen, éventuellement, il faut se responsabiliser aussi face à cette dimension-là
il va falloir diminuer notre consommation d'eau. En diminuant la consommation d'eau, on enlève la pression sur l'agrandissement des usines de filtration d'eau. Plusieurs municipalités ont dû mettre des moratoires sur leur développement, justement parce qu'ils n'ont pas la capacité de fournir l'eau. Et si on met de l'eau dans le réseau, ça veut dire qu'on met de l'eau dans les égouts aussi. Alors, ça aussi, éventuellement, il faut en tenir compte dans toute cette façon d'intégrer la gestion de l'eau là, dans l'aménagement du territoire. Vous vous occupez des espèces en péril aussi, pas juste le chevalier cuivré? Oui, on a le fouille roche, on a la moule olivâtre Bovary également, le méné d'herbe aussi qui font partie de nos programmes. Donc, principalement, la façon qu'on participe à la protection de ces espèces menacées-là, c'est en faisant des aménagements. On fait beaucoup de travaux agro-environnementaux. Les projets agro-environnementaux, outre de protéger les cours d'eau de l'érosion, font en sorte aussi qu'on revégétalise des cours d'eau pour améliorer, dans le fond, l'habitat de ces espèces-là et faire en sorte aussi qu'en diminuant la sédimentation, on garde une eau plus claire éventuellement parce que la turbidité de l'eau a un impact direct sur l'habitat d'une certaine façon de cette biodiversité, puis aussi faire en sorte que plus l'eau est opaque, moins il y a de photosynthèse également pour générer de la végétation dans les cours d'eau. Alors là aussi, dans le fond, tout est dans tout, comme on dit. Oui. Alors donc, en faisant ces aménagements-là, ça contribue aussi à la protection des espèces menacées. Puis il y a également les espèces envahissantes. Oui, ça c'est un autre problème aussi qui, avec le temps, a été malheureusement amené par des plantes d'une certaine façon ornementales. À une époque, on trouvait ça beau, le phragmite. Là. Je me rappelle, le plus jeune, des travaux de macramé auxquels on rajoutait de la phragmite dans des pots de fleurs. Là. Alors aujourd'hui, dans le fond, ça crée un problème parce que le phragmite, habituellement, va s'implanter là où la végétation est à nu ou du moins a été complètement... la terre a été mise à nu, alors le phragmite l'envahit, et si vous remarquez, ça a pris la place des quenouilles. Oui. Tu sais, il y a 40 ans, on se promenait, dans le fond, dans nos campagnes, on voyait des quenouilles un peu partout. Aujourd'hui, dans le fond, on est envahi par le phragmite, puis les quenouilles qui avaient quand même une capacité filtrante importante, ont malheureusement disparu au détriment, d'une certaine façon, du phragmite. Vous vous occupez même de la bonne pratique en navigation? Oui, aussi, on a contribué, parce que sur une portion de la rivière Richelieu, dans ce qu'on appelle les 4 municipalités du Nord, la MRC de la vallée du Richelieu, Saint-Charles, Saint-Marc, Saint-Antoine et Saint-Denis, il y a maintenant un règlement sur la vitesse. On a contribué à ça. Et ça fait en sorte que c'est quand même la raison, outre de faciliter la cohabitation, parce que sur la rivière Richelieu, je vous dirais, en tout cas dans une certaine portion, faire du kayak un samedi matin à 8 heures, c'est un sport de détente, mais rendu à 9 heures, ça devient un sport extrême. Oui. Alors donc, je pense qu'il faut éventuellement de plus en plus amener les gens à cohabiter d'une certaine façon, à se respecter, à ramener aussi un certain niveau de civilité sur les cours d'eau. Et déjà cet été, avec l'implication de nouveaux règlements sur la vitesse, on a senti quand même une différence au niveau du comportement des plaisanciers. Oui, il y a beaucoup de bateaux. C'est assez important. Il faut quand même pas perdre de vue que la rivière Richelieu est, je dirais, une autoroute à bateau, d'une certaine façon, de par son lien aussi touristique et économique avec les États-Unis. C'est le lien entre le lac Champlain et le fleuve Saint-Laurent. Alors, ça devient un transit important, d'une certaine façon. Et ça fait en sorte que c'est de trouver les façons de faire en sorte que tout le monde puisse cohabiter et faire en sorte qu'on se respecte les uns les autres dans l'utilisation de l'eau, parce que on a participé également au niveau du Covabar avec Loisirs et Sports Montérégie sur l'implantation de la route bleue sur le fleuve, sur la rivière Richelieu. Alors maintenant, dans le Richelieu, il y a 5 circuits de la route bleue qui font en sorte que les gens peuvent aller sur le site de la route bleue et voir, dans le fond, les attraits tant écologiques que les attraits également touristiques qui sont accessibles là, à partir d'embarcations à motorisation humaine. Oui. Vous faites plein d'activités aussi, non, avec les étudiants, le nettoyage des berges? Oui, on a fait des nettoyages de berges. Cette année, on a aussi notre programme J'adopte un cours d'eau qu'on fait avec des élèves secondaires qui leur permettent de prendre des échantillonnages d'eau et de faire le suivi d'un cours d'eau donné. On est principalement sur la rive sud actuellement avec les écoles qui ont accepté de participer.
On vise à développer éventuellement plus de présence sur le territoire. Ça implique quand même des budgets de la part des écoles, puis il y a une implication aussi des professeurs. Alors, c'est ce qui fait que c'est un petit peu plus difficile peut-être à implanter, mais ça fait partie de nos ambitions éventuellement de couvrir une plus grande partie de notre territoire. Bien, c'est important de sensibiliser les jeunes parce qu'ils vont être sensibilisés pour le restant de leur vie. C'est nos futurs, dans le fond, nos futurs propriétaires de maison, nos futurs citoyens, nos futurs payeurs de taxes aussi. Alors, je pense que ça devient important qu'ils prennent conscience du prix de l'eau d'une certaine façon et de l'importance à quelque part de la protéger, parce que plus on va la protéger, plus dans le fond on optimise d'une certaine façon la possibilité de diminuer ses coûts de production. Je me rappelle quand j'étais jeune, on nous parlait de l'eau puis que peut-être que ça allait arriver la baisse du niveau d'eau auquel on ne croyait pas du tout, mais maintenant on y fait face. Donc on est en plein dedans actuellement, je vais vous avouer, on peut pas le nier. Puis au Québec, on a toujours pris, puis Géro-Canada a pris qu'on avait de l'eau en abondance. Est encore abondante, oui, mais il faut la garder de qualité d'une certaine façon, la protéger, faire en sorte à quelque part aussi que les voisins viennent pas éventuellement nous la détourner et faire en sorte que s'ils nous la détournent, qu'on puisse au moins la rentabiliser, tant qu'à moi, il en reste pas moins qu'à la base, il faut protéger cette ressource-là et faire en sorte que justement qu'on puisse garder une autre qualité, et parce que ça a une incidence complète, dans le fond, sur l'ensemble du développement socio-économique de nos communautés. Vous avez des kiosques aussi de sensibilisation sur les espèces menacées et envahissantes? Oui, ça fait partie de nos objectifs de sensibilisation. Au moins une quinzaine d'activités par année où justement où on est présent dans les fêtes de famille des municipalités qui nous invitent justement à tenir des kiosques. D'ailleurs, l'année passée, depuis les 2 dernières années, on a participé à la fête de la pêche à Saint-Jean avec le Club Richelieu. Club Richelieu, on vient d'apprendre d'une certaine façon que la survie serait assurée par des membres qui ont accepté de prendre la relève. Alors, je pense que c'est de bon augure pour qu'on puisse revenir une 3e année en souhaitant qu'ils puissent réorganiser une autre fête de la pêche. C'est une très belle fête. C'est une activité qui est importante, parce qu'ici, à Saint-Jean, c'est quand même, je pense, plus près de 400 jeunes qui ont participé. Puis nous, en étant présents, ça nous permet de rencontrer les parents également, puis de faire, dans le fond, toute la présentation de nos objectifs de sensibilisation pour que, justement, les gens comprennent toute l'importance qu'on doit accorder à la gestion de la ressource eau. Monsieur Lapointe, avez-vous des conseils pratiques à donner aux gens pour économiser l'eau? Oui, je pense que le citoyen peut faire sa part en fermant le robinet quand on brosse nos dents. Pourquoi laisser couler l'eau dans le fond? Ça se peut, ça? Je pense que ça se voit. On peut diminuer notre temps de douche également ou s'installer d'une certaine façon. Ils ont des interrupteurs qu'on peut installer sur la pomme de douche. Alors, une fois mouillé, savonné, fermez l'eau, puis vous la repartez pour vous rincer, puis aussi, pourquoi laver son auto à un moment donné, 4 fois par semaine à un moment donné, je pense, puis laver son asphalte, l'asphalte ne poussera pas. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, il faut réellement se rediscipliner, puis il faudra que les municipalités aient peut-être un petit peu plus de coercition à un moment donné sur les gens d'une certaine façon qui ont ces mauvaises habitudes-là. Moi, j'ajouterais les saintes pelouses. Oui, au niveau des pelouses, il y a ce que j'appelle le syndrome du terrain de golf. Moi, là, les gens qui rasent leur gazon très court, qui l'arrosent à tous les jours, c'est pas nécessaire. En temps de sécheresse, d'ailleurs, le gazon vient jaune, mais à la première pluie, il devient vert parce que le gazon tombe en dormance. Et un des éléments intéressants et pertinents, c'est de laisser pousser le gazon. Dans le fond, rétablissons nos liens avec la nature. Si vous laissez votre tondeuse au plus haut, d'une certaine façon, pour entretenir votre gazon va être vert pratiquement tout l'été. Puis s'il vient jaune, il va revenir vert plus vite que chez le voisin. Alors, je pense que c'est des éléments de base, d'une certaine façon, qu'on peut déjà mettre en application et qui ne coûtent rien. Oui, mais en plus d'éliminer les vers blancs. Ça contribue également, je veux dire, à améliorer la biodiversité, pas dans notre gazon. C'est tellement un gros travail que vous faites. Il faut absolument vous connaître la sensibilisation que vous faites aussi sur l'eau, qui est notre survie. Oui, moi, comme j'aime à dire, l'humain fait partie de la biodiversité. Alors, protéger notre biodiversité, c'est protéger notre humanité. Et l'eau est à la base, dans le fond, de toute cette biodiversité, parce que sans eau, il n'y aurait aucune vie. Alors, donc, c'est là l'importance, d'une certaine façon, qu'il faut accorder à la ressource.
Ben, je vous remercie beaucoup, M. Lapointe. Merci, Mme Crevier. Merci. Ça fait un plaisir. Ben, merci tout le monde. Surtout, prenez soin de l'eau, prenez soin de vous. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.